Alors, vous commencez quand? You're welcome. Nescafé. Oh yeah, yeah. Vous pensez que toutes les margarines se ressemblent? Concentrez-vous sur le goût. Enrichi en produits laitiers, naturellement riches en vitamines, un goût comme ça, c'est Sophia. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'actualité. Merci de nous recevoir chez vous. Tout d'abord, les titres du journal. Législative 2012, les résultats officiels sont connus. Le Conseil constitutionnel vient de livrer les résultats de cette compétition électorale en vue de l'Assemblée nationale. Dans l'ensemble, le Conseil constitutionnel valide les résultats provisoires. Visite du Premier ministre malien au Sénégal, Cheikh Modibo Diarra, qui est arrivé aujourd'hui à Dakar, a discuté avec les autorités sénégalaises des voies et moyens pour sortir le Nord Mali de la crise. Enfin, le Québec a abrité le premier forum mondial dédié à la francophonie. 104 pays étaient présents, 13 000 participants, dont la moitié en provenance d'Afrique. Les temps forts de cet événement dans ce journal avec notre envoyé spécial au Québec. Je vous le disais tout de suite dans les titres, le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats officiels des élections législatives 2012, des résultats officiels qui confirment les résultats provisoires, donc il n'y a pas eu de changement. Nous écoutons à ce propos Maître Marème Diop, greffière en chef du Conseil constitutionnel. Les résultats définitifs du scrutin pour les élections législatives du 1er juillet 2012 des députés à l'Assemblée nationale s'établissent comme suit. Électeurs inscrits 5 368 783. Votants 1 968 852. Bulletins nuls 7 076. Suffrages valablement exprimés 1 961 776. Quotient national 32 696. Ont obtenu Rassemblement des écologistes du Sénégal, reste les Verts, 11 783. Démocratie citoyenne, 5 130. Parti Taxawu Askan Wi, PETAW, 8 107. Parti de la vérité pour le développement, 48 553. Mouvement patriotique sénégalais Faxas, 21 868. Synergie pour le progrès et la démocratie, 7 326. Parti socialiste authentique, 9 577. Mouvement républicain pour le socialisme et la démocratie, MRDS, 70 655. Coalition Salam, 10 855. Alliance démocratique Pencho, 14 841. Union pour le renouveau démocratique, URD, 21 964. Coalition des alliés du peuple pour relever les défis du XXIe siècle, 6 717. Andjef, Parti africain pour la démocratie et le socialisme, 15 889. CPJE Neyler, 20 762. Mouvement citoyen pour la refondation nationale, Bosdouniak, 113 321. Coalition Bokk Gis Gis, 143 180. Coalition And Taxawal Askan Wi, 12 922. Parti démocratique sénégalais,
298 846 coalition Li Dal na Xel 9 216 parti de l'émergence citoyenne Tekki 20 671 Déggoo Suqali transport ak commerce 18 859 coalition Wallu Askan Wi 12 044 coalition Leeral 17 791 coalition Benno Bokk Yaakaar 1 040 899 sont élus au scrutin majoritaire départemental pour la liste Benno Bokk Yaakaar Moustapha Diakhaté, Penda Seck Dieng, Doudou Issa Niass, Ndeye Fatou Diouf, Papa Diallo di Zator Mbaye, Ndeye Maguette Dieye, Alioune Badara Diouf, Awa Sow, Seydina Fall, Ibrahima Lo, Awa Niang, Idrissa Diallo, Aïssatou Sabara, Samba Sey Diaman Bathily, Salimata Korea, Souleymane Ndoye, Ouley Diaw, Papa Abdou Khadir Mbodj, Madjigéen Fall, Maguette Tall, Cheikh Seck, El Hadj Falilou Mbacké, Mam Khary Mbacké, Oumar Diakhaté, Ami Cheikh Diop, Abdoulahat Seck, Aïssatou Diouf, Papa Biram Touré, Babacar Diam, Adama Silla, Cheikh Diop John, Fallou Fall, El Hadj Mangane, Nafi Ndiogou, Cheikh Ndiaye, Mamadou Moustapha Ndiaye, Mohamed Khoureychi Niass, Thian Sakho, Aliou Kébé, Khoré Dia Sané, El Hadj Mamdou Sall, Sadio Dansokho, Alpha Baldé, Ayatou Taïbou Baldé, Inchi Boiro, Amadou Tidiane Talla, Mariama Diallo, Sangone Sall, Seynabou Dieng, Adama Sow, Mengue Lam, Mbéri Silla, Anta Sarr, Mamadou Sadio Diallo, Mayram Kane, Seydou Diallo, Koumba Amidou Dem, Aliou Demba Sow, Amadou Mam Diop, Aminata Mbaye, Moussa Abdoul Thiam, Aïssata Tall, Aminata Gueye, Ahmadou Dia, El Hadj Amad Cissé, Mariama Mané, Bakary Danfa, Boubacar William Mbom Biaye, Khadim Mané, Ibrahima Baba Sall, Bintou Diakho, Djibo Souare, Oumar Sy, Ndiolé Diouf, Mamballa Lo, Dia Kanté, Ousmane Tanor Dieng, Sira Ndiaye Diouf, Garmi Fall, Mamadou Faye, Cheikh Tidiane Diouf, Aïssatou Bambado Sall, Ibrahima Sané, Oulimata Mané, Aimé Assine, Mamadou Badji, Aramatoulaye Diatta. Pour le Parti démocratique sénégalais, Mohamed Dien, Nafi Ngom, Mamadou Cissé sont élus au scrutin de liste nationale. Pour la liste Benno Bokk Yaakaar, Moustapha Niass, Awa Gueye, Moustapha Cissé Lo, Yetta Sow, Samba Koita, Aïssatou Daouda Dia, Djibril War, Aïssatou Sow Diawara, Oumar Sarr, Thillo Sarr, Mohamed Diédhiou, Khary Diaw, Mouhamadou Ngom, Kati Cissé, Barthélémy Toye Diaz, Maguette Mbodj, Abdou Mbow, Mously Diakhaté, Cheikh Tidiane Ndiaye, Aminata Diallo, Thierno Bokoum, Marie-Thérèse Aïda Seck, Samba Diouldé Thiam, Yaye Ndaw Diop, Daouda Dia, Ndeye Lucie Cissé, Samba Demba Ndiaye, Awa Diagne, Mar Diouf, Awa Dia, Abdou Ndiaye, Ndeye Dieynaba Ndiaye. Pour le parti de la vérité pour le développement, Cheikh Ahmadou Kara Mbacké, Sokhna Dieng. Coalition Bokk Gis Gis, Pape Diop, Khadijatou Diédhiou. Mamadou Seck, Seynabou Wade. AJ/PADS, Mamadou Diop Decroix. Union pour le renouveau démocratique, Djiboka. Déggoo Suqali transport ak commerce, Alassane Ndoye.
Mouvement patriotique du Sénégal Faxas Serigne Khadim Thioune, Mouvement citoyen pour la refondation nationale Bës du Ñakk El Hadj Mansour Sy, Hélène Marie Ndione, Cheikh Oumar Sy, Ndeye Awa Mbodj. Parti de l'émergence citoyenne Tekki 2012, Mamadou Lamine Diallo. Parti démocratique sénégalais, Oumar Sarr, Fatou Thiam, Souleymane Ndéné Ndiaye, Awa Diop, El Hadj Ousmane Alioune Ngom, Aïssatou Mbodj, Mamadou Lamine Thiam, Woré Sarr, Modou Diagne. Pour le mouvement de la réforme pour le développement social MRDS, Mbaye Niang, Mame Mbayam Gueye Dione. Coalition Leral, El Hadj Moustapha Diouf. Convergence patriotique pour la justice et l'équité, Demba Diop. La présente décision sera affichée au greffe du Conseil constitutionnel et publiée sans délai au journal officiel. Délibérée par le Conseil constitutionnel en sa séance du 12 juillet 2012 à laquelle siégeait M. Cheikh Tidiane Diakhaté, président, Isaac Yankhoba Ndiaye, vice-président, Chimère Malick Diouf, membre, Mohamed Sonko, membre, Malick Diop, membre, avec l'assistance de Maître Marema Diop, greffier en chef. Les résultats officiels des élections législatives, des résultats qui confirment les résultats provisoires. À présent, nous vous livrons le communiqué du Conseil des ministres qui s'est tenu ce jeudi 12 juillet au Palais de la République avec Abibou Mbaye. C'était à 10h au Palais donc, de la République sous la présidence de son Excellence M. Macky Sall, président de la République. Dans sa communication, le chef de l'État a commencé par souligner que la volonté de changement confirmée par les Sénégalais à l'occasion des élections législatives du 25 mars 2012 renforce davantage l'exigence pour le gouvernement d'apporter des réponses aux attentes des populations. À ce titre, il a demandé aux membres du gouvernement de s'inscrire dans une nouvelle gouvernance institutionnelle et administrative qui appelle à des efforts encore plus soutenus, à une plus grande célérité dans la gestion des activités et au traitement des dossiers. Dans ce cadre, le président de la République a insisté en particulier sur la nécessité de veiller à une bonne circulation de l'information entre, d'une part, les départements ministériels eux-mêmes et, d'autre part, entre les ministères, la primature et la présidence de la République. Le chef de l'État a demandé l'instauration d'une plus grande synergie d'ensemble, indispensable pour une meilleure cohérence de l'activité gouvernementale et un meilleur suivi des actions en ce qui concerne notamment la conception des projets de textes législatifs ou réglementaires ainsi que l'élaboration des projets, leur exécution et leur évaluation. Pour clore ce chapitre, le président de la République a fortement souhaité qu'une attention toute particulière soit accordée au traitement du courrier et au rapport entre l'administration et les usagers du service public en termes d'accueil et de traitement de leurs demandes. Il a par ailleurs rappelé que l'usager du service public ainsi que l'exige la bonne gouvernance a toujours droit à une réponse. Poursuivant sa communication, le chef de l'État a porté à la connaissance du Conseil qu'il a effectué du 5 au 10 juillet 2012 une visite officielle en France à l'invitation du président François Hollande. Le chef de l'État a précisé qu'au cours de son séjour, il s'est entretenu avec son homologue français de questions d'intérêt commun concernant notamment la coopération bilatérale, les prochaines consultations sur le document cadre de partenariat franco-sénégalais, la situation au Mali, le prochain sommet de la francophonie. Il a adressé ses remerciements au président de la République française pour l'accueil qui lui a été réservé, pour la qualité de la visite et pour la célérité avec laquelle la première tranche de l'aide budgétaire de 130 millions d'euros a été décaissée. Il a également précisé qu'il a saisi cette occasion pour recevoir en audience plusieurs ministres du gouvernement français. Le séjour du chef de l'État en France lui a, en outre, donné l'opportunité de rencontrer la communauté sénégalaise établie dans plusieurs pays européens. À la suite du président de la République, le Premier ministre a, au nom du gouvernement, adressé ses félicitations au président de la République pour le succès de sa visite en France. Visite qui a permis de consolider les relations traditionnelles de coopération entre nos deux pays.
Au titre de ses activités gouvernementales, le Premier ministre a fait savoir au Conseil qu'il a présidé le jeudi 5 juillet 2012 le second Conseil interministériel sur l'organisation du pèlerinage à la Mecque 2012, à la suite de celui tenu le 16 mai 2012. Le Premier ministre a précisé qu'au cours de ce Conseil, une évaluation exhaustive de l'état d'exécution des directives de la réunion du 16 mai 2012 a été faite et que, de manière globale, des avancées ont pu être notées sur plusieurs questions, notamment le recrutement du personnel d'encadrement, le transport aérien, l'hébergement et l'ouverture du bureau du pèlerinage. Dans le cadre du suivi et de l'évaluation de l'exécution de la matrice d'action pour la prévention et la lutte contre les inondations pour l'hivernage 2012, le Premier ministre a visité le samedi 7 juillet 2012 14 sites inondables de la banlieue de Dakar en compagnie du ministre de l'Intérieur et des ministres chargés de l'assainissement, de l'écologie et du budget. Poursuivant sa communication, le Premier ministre a fait savoir au Conseil que, dans le cadre de la commission de surveillance des frontières, il a présidé une réunion technique le vendredi 6 juin 2012 sur la question de la sécurité et de la surveillance de nos frontières, en présence de l'ensemble des services concernés par la gestion et le contrôle des points d'entrée sur le territoire. Toujours dans le cadre de ses activités gouvernementales, le Premier ministre a indiqué qu'il a présidé le mardi 10 juillet 2012 deux comités interministériels consacrés à l'organisation de la régulation des marchés des tomates et des oignons. Le Premier ministre a saisi l'occasion que lui a été offerte par l'inauguration le 11 juillet 2012 du siège du ministère de l'écologie et de la protection de la nature pour magnifier la qualité de la coopération entre le Sénégal et le Royaume des Pays-Bas qui a contribué au financement de la construction de ces bureaux. Le Premier ministre a ensuite fait savoir qu'il a présidé la 4e édition du Salon international de la santé et du matériel médical. Pour clore sa communication, le Premier ministre a indiqué qu'il a, le mercredi 11 juillet 2012, présidé en présence du ministre de l'Économie et des Finances, des responsables du ministère des Infrastructures et des Transports et ceux de l'APIX, une réunion technique sur le programme prioritaire d'entretien routier et le projet de prolongement de l'autoroute à péage sur le tronçon Diamniadio-AIBD. À la suite des communications du chef de l'État et du Premier ministre, les ministres interpellés ou concernés par les questions abordées ont apporté les réponses et les éclaircissements demandés ou rendu compte des activités de leur département. En particulier, le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a informé le Conseil de l'évolution de la campagne agricole et des risques d'invasion acridienne qui ressortent des informations obtenues sur la formation d'SM dans des pays voisins. Tirant les conclusions des débats, le président de la République a, en ce qui concerne le pèlerinage au lieu saint de l'islam, demandé au ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur de veiller à la bonne préparation et à l'exécution correcte et diligente des décisions arrêtées, en développant une bonne opération de communication et de formation en direction des futurs pèlerins. Il a également instruit d'évaluer le pèlerinage 2012 dès le retour des pèlerins afin d'en tirer tous les enseignements, d'engager dès le mois de janvier 2013 toutes les procédures pour une organisation efficace et efficiente du pèlerinage de l'année prochaine. Concernant la surveillance des frontières, le chef de l'État a demandé la tenue d'une seconde réunion interministérielle qui permettra, sur la base des analyses déjà faites, d'arrêter les décisions et programmes propres à renforcer la surveillance de nos frontières. À ce titre, il a donné des instructions pour accroître le niveau de vigilance et développer les synergies entre les services concernés par l'engagement de patrouilles mixtes. Évoquant les risques d'invasion de criquets, il a demandé une mise en alerte des services concernés pour une activation rapide du programme national de lutte anti-acridienne. Le président de la République a enfin instruit qu'un traitement particulier soit réservé aux militaires invalides de guerre et a insisté sur le respect et l'application de la loi fixant le régime des emplois réservés aux invalides de guerre de moins de 40 ans, disposant d'une aptitude résiduelle à travailler. Le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. M. Etienne Turpin, administrateur civil principal de classe exceptionnelle, matricule de solde numéro 508-510L, est nommé secrétaire général du ministère de l'Aménagement du Territoire et des collectivités locales en remplacement de M. Alioune Badara Mbengue, appelé à d'autres fonctions. M. Cheikh Ahmed Tidiane Ndour, magistrat, matricule de solde numéro 601-624A,
précédemment substitut général par intérim près de la Cour d'appel de Dakar, est nommé secrétaire général du ministère de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi en remplacement de M. Alioune Badara Wagué. M. Mohamedou Moustapha Tchoun, administrateur civil, matricule de solde numéro 608-875H, est nommé directeur de liberté publique à la direction générale de l'administration territoriale du ministère de l'Intérieur. M. Abdoulaye Noba, administrateur civil, matricule de solde numéro 600-799A, est nommé directeur des ressources humaines et matérielles à la direction générale de l'administration territoriale du ministère de l'Intérieur. M. Amadou Dem, administrateur civil principal de classe exceptionnelle, matricule de solde numéro 378-205C, est nommé directeur des affaires générales à la direction générale de l'administration territoriale du ministère de l'Intérieur. M. Cheikh Sadi Boudja, administrateur civil, matricule de solde numéro 514-438A, est nommé directeur du partenariat avec les organisations non gouvernementales à la direction générale de l'administration territoriale du ministère de l'Intérieur. M. Ibrahima Ismaël Ndiaye, administrateur civil de deuxième classe, premier échelon, matricule de solde numéro 624-566C, est nommé directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de l'aménagement du territoire et des collectivités locales en remplacement de Mme Maguette Lo Bodjan, appelée à d'autres fonctions. M. Abdoul Alfadja, docteur en sciences économiques, enseignant-chercheur à l'université de Bambey, matricule de solde numéro 410-039C, est nommé directeur général de l'agence de développement local en remplacement de M. Aronaba. M. Abdoulaye Diop, ingénieur des travaux des parcs nationaux de classe exceptionnelle, titulaire d'un Master 2 en foresterie et environnement, matricule de solde numéro 383-557I, est nommé directeur des aires maritimes communautaires protégé au ministère de l'écologie et de la protection de la nature. M. Babacar Bey, ingénieur économiste statisticien, est nommé chef du bureau économique à l'ambassade du Sénégal à Washington en remplacement de M. Muntaga Gueye, appelé à d'autres fonctions. Signé M. Serine Baïkam, porte-parole du gouvernement. Merci Abibou Mbaye. C'est donc le communiqué du Conseil des ministres tenu ce jeudi 12 juillet au Palais de la République. Le Premier ministre malien Cheikh Modibo Diarra est arrivé à Dakar cet après-midi. Il a été accueilli à l'aéroport Léopold Sédar Senghor par son homologue sénégalais. Nous écoutons Cheikh Modibo Diarra, il est au micro de Amsa Toussey. Je viens au Sénégal saluer le président Macky Sall et tout le peuple sénégalais pour son accompagnement du Mali le long de la crise. Vous savez qu'au plan de l'histoire et de la géographie, mais aussi de la culture, le Sénégal et le Mali sont des alliés naturels. Donc je veux profiter de mon séjour pour bénéficier, n'est-ce pas, des conseils avérés du président Macky Sall pour trouver des voies et moyens afin de mettre fin à la crise du Mali le plus rapidement possible. Cheikh Modibo Diarra, Premier ministre du Mali en visite au Sénégal. À présent, c'est la page santé de ce journal. La communauté internationale a célébré hier 11 juillet la journée mondiale de la population. Au Sénégal, l'événement a eu lieu à Saint-Louis. Cette année, le thème a porté sur l'accès universel aux services de santé de la reproduction. L'amélioration de cet accès devrait sensiblement réduire la mortalité maternelle et infantile encore élevée dans les pays pauvres. Oumar Diaw. La vieille ville au pont rajeuni s'est préparée pour la journée mondiale de la population. Et comme pour tous ces événements qui comptent dans cette cité tricentenaire à l'hospitalité légendaire, c'est la place Faidherbe le point de ralliement. Suivez l'homme au saxophone et tendez une oreille musicale. Nous devons nous orienter désormais vers un objectif fondamental, à savoir l'accès universel aux services de santé procréative qui constitue le thème de cette année. Ce thème se justifie à plus d'un titre. Selon les spécialistes, la planification familiale, parfois mal comprise, est un moyen sûr et relativement peu coûteux de faire face à la mortalité maternelle et néonatale. Plus d'un demi-million de femmes meurent chaque année des complications liées à la grossesse, à l'accouchement et au postpartum.
99% de ces femmes sont dans les pays sous-développés. Si en ce jour symbolique il est question de planification familiale, UNFPA a un large spectre d'intervention en accord avec les pays. Le rôle de l'UNFPA est de soutenir les initiatives de maternité à moindre risque partout dans le monde et de veiller à ce que chaque femme ait accès à des services de planification familiale, une assistance qualifiée lors de l'accouchement et des soins obstétricaux d'urgence en cas de complications. Le niveau de prévalence contraceptive au Sénégal reste encore faible. Pourtant, au sein des communautés, les besoins sont bien réels et les demandes insatisfaites fortes. Il s'agit donc de s'attaquer aux obstacles d'une plus grande utilisation par la communication et la sensibilisation. Dans des sociétés encore fortement patriarcales, l'implication des hommes est nécessaire si on veut réussir le planning familial, moyen de promotion de la santé de la mère et de l'enfant. En marge de cette célébration, beaucoup d'autres activités ont été menées à Saint-Louis et à Richard Toll. Le bloc obstétrical de la cité sucrière a été rééquipé à neuf par UNFPA, au grand bonheur des dames et de tout petits. Bienvenue, il faudra te battre. Restons toujours dans la page santé. Lutte contre le sida. Le district de Mbour inquiète les autorités sanitaires dans la localité. La pandémie gagne du terrain. Pour faire face, le CNLS a doté la région d'un nouvel appareil de dépistage et plaide pour l'équipement des infrastructures sanitaires. Maman Moussagna. Dans la région de Thiès, dans l'ensemble, les résultats sont satisfaisants dans le cadre de la lutte contre le sida. 0,5, c'est le taux de prévalence dans la région, contre 0,7 sur le plan national. Je crois qu'il y a lieu de satisfaire pour ce qui est du travail abattu par le comité régional de lutte contre le sida au niveau de la région de Thiès. Toutefois, dans le district de Mbour, la situation reste alarmante. Le CNLS compte renforcer les moyens de la région pour faire face au fléau. Déjà, le Conseil contribue efficacement à la prévention de la transmission mère-enfant. Nous devons appuyer les jeunes pour prévenir le VIH. Nous devons appuyer les femmes. Nous devons appuyer les organisations de femmes comme les Bayounugor et ainsi que les religieux, qu'il y ait des politiques de dépistage, des stratégies avancées de conseil de dépistage volontaire. Et aussi, nous avons pensé aussi travailler avec le ministère du Tourisme. Le ministre du Tourisme est très engagé. Nous avons en tout cas développé des stratégies en collaboration avec les autorités administratives au niveau du département de Mbour, mais aussi les autorités médicales et les autres secteurs. À Thiès, comme à Kaolack et Kaffrine, le staff du CNLS a présenté le plan stratégique et l'approche intégrée. Des exposés suivis de débats ont permis de cerner ces programmes améliorés. Il y a eu quand même des nouveautés parce que vous savez, vous ne l'ignorez pas, actuellement la gestion sur les résultats est devenue l'option fondamentale dans le cadre de ce nouveau plan stratégique 2011-2015. Bon, nous avons, en tout cas pour la région de Thiès, avec le CNLS et le ministère de la Santé, équipé Thiès d'un appareil PCR qui coûte dans les 100 millions de francs CFA. 0 nouvelle infection, 0 décès liés au sida, 0 stigmatisation à l'horizon 2015. Ce sont là les objectifs du CNLS promus par l'ONU SIDA. Maman Moussagna, qui dit santé dit forcément enfant, et qui dit enfant pense forcément à l'UNICEF. L'UNICEF qui renouvelle sa confiance à la RTS en faveur de la lutte contre la malnutrition ainsi que toutes les opérations concernant l'enfance au Sénégal. Un accord de partenariat a été signé ce matin dans les locaux de la direction générale de la RTS. À ce propos, voici la représentante de l'UNICEF et le directeur général de la RTS. Nous sommes ici aujourd'hui pour signer un nouveau accord qui va vraiment renforcer le partenariat, un partenariat déjà très solide et qui date réellement de plusieurs années.
Mais aujourd'hui, cet accord est très important parce que on va travailler ensemble surtout sur la question de la malnutrition. L'RTS est réellement le partenaire mieux placé pour pouvoir faire ce travail, bien sûr, avec une infrastructure qui réellement arrive partout. Donc, je pense, de façon très effective. Donc, je pense que réellement, c'est le partenaire privilégié pour pouvoir travailler ensemble sur la communication, le plaidoyer et la mobilisation autour de cette thématique. La RTS a, comme elle vient de le dire, l'impact qu'il faut, les ressources humaines qu'il faut, le matériel qu'il faut, n'est-ce pas, et ce maillage du pays presque parfait pour faire le travail que veut l'UNICEF, disons. Je dois également dire que c'est avec beaucoup de plaisir que nous travaillons avec l'UNICEF. C'est vrai que non seulement nous gagnons quelques millions, c'est pas négligeable, mais nous sommes au cœur de nos missions. S'occuper de la petite enfance, s'occuper des femmes déshéritées, c'est vraiment être au cœur de nos missions. Et disons qu'en un mot, l'UNICEF nous aide à faire ce que nous devrions faire nous-mêmes, n'est-ce pas, si nous en avions les moyens. Et c'est vraiment parfait. Et c'est pour moi l'occasion de me féliciter du travail de l'UNICEF, de les féliciter vivement pour le travail qu'ils font en milieu rural au Sénégal. Depuis de longues années, depuis vraiment que nous avons commencé à travailler avec l'UNICEF, nous avons vu avec quelle efficacité, avec quelle pertinence les projets sont dessinés dans nos différentes régions. Et je voudrais m'en féliciter. Et effectivement, je sens comme un honneur pour la RTS d'être choisi chaque année pour accompagner l'UNICEF. La RTS déterminée à accompagner l'enfance, c'est une de nos missions, comme l'a révélé le directeur général de la RTS. Lancement de la campagne de prévention des maladies transmissibles. Le coup d'envoi a été donné hier par la brigade des services d'hygiène, une opération de saupoudrage et de désinfection qui est prévue sur tout le département de Dakar. Ngor a abrité la cérémonie de lancement de la campagne. Fanta Badji. Le paludisme, la grippe A et le choléra constituent les principaux motifs de consultation en période hivernale. La ville de Dakar, depuis 5 ans, mène une campagne de prévention de ces maladies dites pandémiques et c'est le service d'hygiène qui est chargé de son exécution. Nous comptons faire une campagne de lutte antivectorielle. Donc nous allons combattre les moustiques au sol par le traitement antilarvaire. Nous allons combattre les moustiques par la guerre aérienne contre les moustiques imago sur toute l'étendue du territoire du département de Dakar. Comme tout le monde le constate, la lutte antivectorielle est une composante de la stratégie mondiale de lutte contre le paludisme. La commune d'arrondissement de Ngor est choisie pour abriter le lancement des opérations de saupoudrage et de désinfection. Depuis 3 ans, la localité connaît une défection au niveau de son réseau d'assainissement. Il y a eu des refoulements des eaux usées dans les maisons des Almadies. Et vous savez pertinemment que ces eaux constituent un danger pour ces populations-là. Tous les moyens sont réunis pour une exécution correcte du plan d'action, mais sa réussite engage la responsabilité des populations. On a beau délarviser, on a beau faire du saupoudrage, on a beau aller dans les différentes concessions. Il faut également une implication des populations, surtout dans le cadre aujourd'hui de la prévision de ces pathologies-là. L'accent sera surtout mis sur la formation de relais pour sensibiliser les populations sur les règles d'hygiène de base. 20 000 familles et élèves, 5 000 talibés, en somme, plus de 40 000 personnes sont ciblées par cette campagne. Quittons le volet santé à présent pour parler des TIC, introduire le souci de l'égalité de genre dans le secteur des TIC, quelles orientations pour les directeurs de ressources humaines, c'est le thème de l'atelier qui a réuni le ministère de la Communication et des TIC et le ministère de la Famille et du Genre. La rencontre a eu pour cadre l'école supérieure multinationale des télécommunications, nous dit Moussa Mané. Réfléchir sur l'égalité des chances à l'embauche aussi bien pour les hommes que pour les femmes, un quota dans les postes d'encadrement et de direction pour les femmes dans le secteur des télécommunications, de l'information et de la communication. Tel est l'objectif de cet atelier. Aujourd'hui, nous sommes en face d'un secteur porteur de croissance. Donc, dans la mesure où le secteur est porteur de croissance, je pense que hommes et femmes peuvent
autant contribuer au développement du pays à travers ce secteur et que nous sommes dans l'obligation aujourd'hui vraiment d'installer le climat qui permette aujourd'hui cette égalité de chances. Le Sénégal s'est engagé à mener une politique d'égalité et d'équité du genre dans tous les secteurs. C'est ce qui justifie la présence à cet atelier du ministère de la Famille. Nous allons ensemble réfléchir pour voir comment et quelle stratégie mettre en place pour que d'ici l'horizon 2015, que le secteur des TIC et des communications ait en son sein en tout cas un personnel qualifié composé d'hommes et de femmes de valeur. Cette rencontre est organisée en collaboration avec le Bureau international du travail. Au sortir, les participants devraient pouvoir développer des campagnes de sensibilisation pour attirer plus de femmes dans les postes de décision au niveau des TIC. Suite au reportage de Sen TV consacré aux otages militaires détenus par la MFDC, le ministère de la Communication vient de faire des précisions. Nous écoutons à ce propos Souleymane Dembassi, c'est le directeur de cabinet du ministre de la Communication. Le mardi 10 juillet 2012 à 19h30, M. le ministre de la Communication a fait appeler M. Bougane Gueye Dany pour lui parler en ma présence et en la présence de son conseil en communication. Moi-même, je suis intervenu pour parler à M. Gueye, qui m'a promis de surseoir à la diffusion de l'élément en question. Mais grande fut notre surprise lorsque nous avions appris que la vidéo en question a été diffusée à 19h45 le même jour. Évidemment, le ministère de la Communication n'a pas une vocation répressive, mais plutôt le ministère favorise le développement et l'épanouissement des médias publics et privés au Sénégal. Notre pays ne peut faire l'objet de troubles ou de menaces à l'ordre public. Ce qui nous amène à dire que le traitement de l'information par rapport à cette situation-là doit faire l'objet d'un sens plus élevé de responsabilité. La diffusion d'un tel élément porte atteinte au moral des troupes et vient saper un peu l'équilibre qui doit être observé. Nous invitons les acteurs de la presse à faire preuve de plus de responsabilité, à faire preuve de plus de prudence et de réserve. Des propos recueillis par Louis-Philippe Sagna. Quittons à présent le Sénégal, mais restons en Afrique pour souligner qu'au Congo, les habitants de l'Est du pays expriment leur colère face à cette situation de ni paix ni guerre. Ils dénoncent les forces des Nations Unies et s'inquiètent contre l'avancée des rebelles du M23, des rebelles qui laissent tomber l'Itrie pour des vestes. Ils veulent une virginité politique. Les Congolais de l'Est n'en peuvent plus de vivre au rythme des guerres et des rébellions. À Bukavu, capitale du Sud Kivu, des milliers de personnes ont convergé mercredi vers le siège de la MONUSCO, la force internationale, pour exprimer leur colère. Nous, organisation de la société civile, ne pouvons plus comprendre ni accepter qu'avec 17 000 casques bleus, les Nations Unies ne puissent pas appuyer efficacement le FARDC face à l'agression du Rwanda. Leur demande est claire, un appui plus que symbolique aux forces loyalistes congolaises face à l'avancée des rebelles dans la région. Si elle est incapable, elle n'a qu'à déclarer son incompétence, plier bagages et rentrer. Les habitants de Bukavu sont peut-être plus rassurés aujourd'hui. Des hélicoptères de l'ONU et de l'armée congolaise ont bombardé les positions des rebelles au nord de Goma. Des renforts militaires ont été acheminés dans la capitale provinciale pour éviter justement une progression des mutins.
Ces derniers jours, les rebelles du M23 se sont emparés de plusieurs localités dans le nord Kivu. Fort de cette progression, ils tentent de se placer en tant que force politique. Les tenues militaires se mélangent aux costumes civils. Ils restent menaçants mais tiennent un nouveau discours. Les problèmes qui handicapent ce pays, c'est le manque de démocratie. C'est le non-respect des droits de l'homme. Vous savez quel est le sort réservé aux journalistes ici? Certains sont tués, d'autres emprisonnés. Les rebelles ont intérêt à faire profil bas. Le porte-parole de la mission des Nations Unies au Congo, Kinshasa, vient de lancer un avertissement ferme. Pas question de laisser les mutins avancer vers Goma. Une situation préoccupante dans l'est du Congo. Démission du Premier ministre togolais, le président égyptien Mohamed Morsi s'est rendu en Arabie Saoudite, en Libye. Des manifestants réclament la liberté de presse. Voilà les sujets des brèves illustrées, mais nous commençons tout d'abord par ces 95 morts au Nigeria suite à l'explosion d'un camion-citerne. Au moins 95 morts dans l'incendie d'un camion-citerne au Nigeria. L'accident s'est produit jeudi près de Port Harcourt. C'est un véhicule qui s'est renversé sur la route. La foule s'est alors précipitée pour récupérer du carburant. Le camion a pris feu pour une raison inconnue. Au Togo, la démission surprise du Premier ministre. Gilbert Fossou-Ngumbo occupait ce poste depuis 2008. Officiellement, aucune raison n'a été donnée pour ce départ, mais il intervient sur fond de crise socio-politique avec les manifestations du collectif Sauvons le Togo. Ce regroupement de partis politiques et d'associations réclame des élections transparentes et la mise en œuvre d'un rapport de la Commission nationale des droits de l'homme sur la torture. C'est à l'Arabie Saoudite que le nouveau président égyptien a réservé sa première visite à l'étranger. Mohamed Morsi a été reçu mercredi par le roi Abdallah. Un entretien qualifié de fructueux. Il s'agissait surtout de réchauffer les relations entre les deux pays au point mort depuis 1 an et demi. Les Saoudiens, alliés d'Hosni Moubarak, étaient en effet hostiles à la révolution égyptienne. De plus, ils entretiennent des relations difficiles avec les frères musulmans, parti dont le président Morsi est issu. Ils manifestent pour réclamer la libération de leurs confrères, 2 journalistes qui travaillaient pour une télévision de Misrata et enlevés à Bani Walid, l'un des derniers bastions de Mouammar Kadhafi. Cet enlèvement a fait monter la tension entre ces deux villes, aux relations déjà très difficiles. Une partie des combattants anti-Kadhafi qui ont participé au siège de Bani Walid étaient en effet originaires de Misrata. Retour chez nous pour parler des relations armée-presse. L'armée au service de la nation, l'information vrai gage d'une stabilité régionale. C'est le thème d'un séminaire de partage organisé par la DIRPA, la Direction de l'information et des relations publiques des armées. La rencontre était destinée au rédacteur en chef des organes de Dakar, Éric Niemati. Les relations conflictuelles qui ont longtemps existé entre la presse nationale et l'armée dans la gestion de l'information ont été préjudiciables aux deux parties. Les journalistes cherchent à diffuser l'information alors que les forces de défense et de sécurité veulent la maîtriser. 2 positions antagonistes à concilier aujourd'hui pour une bonne sécurisation des populations. Objet principal de ce séminaire, une démarche approuvée par les responsables des 2 côtés. À l'image de tous les acteurs de l'État, l'armée est tenue d'informer le peuple souverain sur ses activités opérationnelles. C'est une exigence des systèmes démocratiques fondée sur le sacro-saint principe de la primauté du peuple. Cette exigence est d'ailleurs de plus en plus exacerbée par un environnement où l'information et les sources qui la génèrent sont presque incontrôlables car mues par des impératifs professionnels. Pour mieux comprendre la mission de chacun pour une bonne communication entre les 2 entités, 2 panels ont été organisés. Le premier avait pour thème « Relations presse-armée, collecte, traitement et diffusion de l'information ». Le second était axé sur la gestion de l'information de crise, des échanges qui ont permis de mieux comprendre le rôle de chacun au sein de la nation.
Nous sommes arrivés après discussion à retenir dans le cadre de ma communication, à savoir qu'un journaliste est censé faire de l'information, mais doit avoir ce sens de l'éthique et de la déontologie, ce sens du respect de l'intégrité territoriale, du respect de la sécurité de son pays pour pouvoir se demander si une information mérite et doit être donnée telle qu'elle. Nous avions proposé la mise en place d'un dispositif de veille, parce que les journalistes souffrent quand même, souvent le soir, quand ils ont une information à certaines heures. Ils veulent recouper l'info, ils appellent au niveau des responsables de l'armée, mais malheureusement, des fois, ils ne parviennent pas à joindre quelqu'un pour pouvoir recouper l'information avant de la traiter, la livrer à leurs lecteurs ou auditeurs. Les échanges ont été fructueux et riches en enseignements. Des recommandations et des conclusions ont été dégagées et la DIRPA s'évertuera, en tout cas de concert avec les journalistes, de les faire appliquer pour le grand bonheur de tous. Cette rencontre de Dakar est la première phase de ce séminaire qui se poursuit ce jeudi à Tambacounda. Sur place, la DIRPA et les correspondants régionaux vont aborder 2 autres panels. Le premier aura pour thème la gestion de l'information en zone frontalière, l'impératif de l'information sécurisée. Le second, lui, va traiter du devoir d'informer vrai, une façon pour la presse et l'armée d'asseoir une communication de vérité entre elles. Merci Eric Nimadi. L'Union européenne est disposée à financer à hauteur de 6,5 milliards d'euros, soit environ 4 258 milliards de francs CFA, le Fonds régional APE pour les 5 prochaines années. C'est une révélation du représentant de la délégation européenne à Dakar. Jean-Pierre Sakaz a fait cette déclaration à l'occasion du séminaire sur le Fonds régional qui se tient depuis ce matin à Dakar, sous l'égide du ministère en charge du commerce, de la CEDEAO et de l'UEMOA. Compte rendu à Alassane Diédhiou. Cela fait 10 ans que les négociations sur l'APE, l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et la région Afrique de l'Ouest, sont en cours. Une question dès lors se pose, à quel niveau se situe un éventuel blocage ? Il n'y a pas réellement de blocage. Les travaux se poursuivent. L'Union européenne s'est clairement engagée au plus haut niveau en mai 2010 à prodiguer une aide de 6,5 milliards d'euros pour la première période de 5 ans. Les travaux en cours sur la mise en place de ce fonds régional APE visent non seulement à drainer l'aide de l'Union européenne et de ses États membres, mais également l'aide d'autres bailleurs de fonds. Pour rappel, l'Union européenne est le premier partenaire commercial des États membres de la CEDEAO, d'où l'importance des enjeux économiques. Nous sommes tous des pays en développement où nous avons de sérieuses contraintes de l'offre, liées à l'offre, notamment en termes de production d'électricité, de routes de télécommunications. Donc si nous ouvrons nos marchés alors que nous ne sommes pas compétitifs, il est évident que nos économies vont beaucoup souffrir. La dimension développement de l'APE à travers le fonds régional de l'accord de partenariat économique, c'est la principale pomme de discorde dans les négociations bipartites. Dans le but d'élaborer un document cadre opérationnel, les experts ont choisi de se réunir à Dakar. L'atelier d'aujourd'hui vise à faire en sorte que le document cadre du fonds APE pour le développement puisse être rendu opérationnel pour permettre à notre région de pouvoir bénéficier de l'accompagnement financier de l'Union européenne dans le processus de négociation de l'APE. Le Sénégal, membre actif de la CEDEAO, s'est réjoui d'accueillir cette rencontre importante, dira le secrétaire général du ministère en charge du commerce. Pour Bernard Casimir Cissé, notre pays a toujours mis en avant la dimension développement de l'APE, car l'issue des négociations aura un impact sur l'avenir des ensembles économiques de notre région. Alassane Diédhiou, le programme alimentaire mondial et ses partenaires évaluent le projet Bon d'achat alimentaire. Ils ont tenu un atelier de restitution financé par l'Union européenne. Ce projet a touché plus de 100 000 personnes à Pékin et Ziguinchor, nous dit Bachirba. En 2008, des milliers de ménages sont touchés par la flambée des prix de certaines denrées. Les bons d'achat alimentaires du PAM sont venus pour soulager les populations affectées. On a bien ciblé avec tous les leaders communautaires impliqués, les personnes les plus vulnérables, ça veut dire les personnes qui ne peuvent pas manger 3 repas à jour, les personnes qui avaient déjà adapté des stratégies d'adaptation négatives, les personnes avec beaucoup d'enfants, moins de 5 ans. Grâce à l'Union européenne, près de 2 milliards de francs CFA ont été distribués. Chaque individu reçoit des bons de 3 000 francs pendant 6 mois
mois avec un maximum de 6 personnes par ménage. Le bénéficiaire échange les bons contre des produits de base. Sans préjuger des résultats issus de l'évaluation de ce projet pilote, je peux sans risque de me tromper affirmer que de manière générale, au regard des rapports périodiques produits par nos services compétents, les populations ont apprécié positivement le dit projet et y adhèrent totalement. Selon les résultats de l'enquête, l'impact de ces bons sur les bénéficiaires est réel, même si la stratégie a plus marché à Ziguinchor qu'à Pékin. Le montant des bons n'était peut-être pas aussi bien adapté qu'à Ziguinchor. Il y a eu un phénomène de partage des coupons, évidemment, une grande solidarité, un gros phénomène de partage à Pékin qui a évidemment contribué à la dilution des effets du programme. Le gouvernement et les partenaires se félicitent déjà des résultats. Le programme alimentaire mondial compte poursuivre ce projet en prenant certainement en compte les recommandations des uns et des autres. Incursion à présent au Québec, c'est au Canada. Je vous le disais dans les titres, un forum mondial dédié à la langue française s'y est déroulé, une première dans l'histoire de la francophonie. Cela s'est déroulé donc au Québec et pendant une semaine, la province canadienne a été le point de ralliement des jeunesses francophones et de la société civile. Envoyé spécial au Québec, Dahaba. La langue française dans mon cas, la langue de mes parents, de mon père sénégalais et de ma mère québécoise. En voilà un des thèmes qui ont structuré les travaux du premier forum mondial de la langue française. La diversité linguistique, la cohabitation entre le français et 300 langues locales a été bénéfique au Cameroun. La métamorphose du français et de l'anglais, elle a donné naissance à de nouvelles langues cocktails, dont la plus utilisée par les jeunes Camerounais est le camfranglais. Québec, berceau de la francophonie aux Amériques, offre également un bel exemple de la vitalité de la langue de Molière. Plus de 400 ans après Samuel de Champlain, le fondateur de Québec, près de 7 millions de Canadiens et de Canadiennes qui ont le français comme langue maternelle, plus de 9 millions de Canadiens et de Canadiennes qui la parlent comme l'une de nos 2 langues officielles, viennent enrichir la grande famille de la francophonie. Non à l'autosatisfaction. La francophonie doit agir et réagir en favorisant la libre circulation dans l'espace francophone. Je le dis fermement, on ne peut pas vouloir le rayonnement de la langue française et dans le même temps fermer ses frontières à ceux qui parlent le français, à ceux qui parlent le français, qui étudient le français, qui crée en français. Il faut que les chefs d'État qui vont se réunir à Kinshasa au mois d'octobre trouvent la solution parce qu'il n'est plus acceptable que ce qui constitue la majorité en francophonie, l'Afrique, ne puisse pas circuler, venir à Paris ou venir à Québec. L'ouverture réclamée doit se manifester par un engagement. Promouvoir la mise en œuvre d'un multilinguisme effectif où chacun parlera une ou 2 langues en plus de sa langue maternelle, qu'il faut favoriser une multipolarité linguistique construite autour de quelques grandes langues de communication internationale dans laquelle le français peut et doit tenir toute sa place. La francophonie, comme marque d'excellence en matière économique, peut assurer l'avenir de la langue française. Une langue n'a pas d'avenir si elle n'offre pas à ses locuteurs les moyens de vivre dignement, d'éduquer les générations futures, autrement dit, de consolider le présent et d'inspirer l'avenir. Les médias de masse francophone doivent également être soutenus selon la feuille de route Québec 2012. Surtout si justement, à travers ces fameux réseaux sociaux, il y a une revalorisation de l'écrit, parce qu'on écrit beaucoup. Donc en effet, ça va laisser une trace de ce nouvel élan pour les langues en général, l'écriture des langues, et peut-être aussi pour le français. Le fait de réunir au moins sur 1300 invités, 40% de jeunes, le chiffre est important et cela prouve que la base a été réellement touchée. Je crois que cette rencontre a été une première à pérenniser. Une ambiance festive a aussi accompagné le rendez-vous mondial dédié à la langue française au Québec.
Merci Dahaba, envoyé spécial au Québec et spécialiste des questions de la francophonie. Cérémonie de remise de diplômes. Les lauréats de la 8e promotion du certificat de gestion portuaire ont reçu hier leur diplôme. Ces nouveaux cadres vont désormais mettre en pratique leurs connaissances au service du port autonome de Dakar. La cérémonie a vu la présence de toutes les autorités du port. La dite promotion porte le nom du président de la République, Macky Sall. Safoura Sow. Après 8 mois de formation, ces nouveaux lauréats vont rejoindre l'effectif des agents du port autonome de Dakar. 15 nouveaux cadres avec une parité largement respectée. 8 femmes contre 7 hommes. Une totale satisfaction. Et vraiment, on est sorti très satisfait en fait des cours qui nous ont été dispensés pendant ces 8 mois. Et j'ose espérer en fait puisse mettre en pratique les connaissances théoriques qu'on a acquises durant ces 8 mois de formation. Cette formation vient renforcer leurs acquis en commerce et transports internationaux, les méthodes et outils de gestion portuaire, la gestion commerciale, économique et financière du port. Un travail en chaîne qui nécessite des compétences avérées. Ces diplômes permettent à tous les étudiants qui ont eu la chance de l'avoir d'être des cadres portuaires très compétents. L'expertise, c'est qu'aujourd'hui, devant la compétitivité et la concurrence, la seule bataille qui vaille, c'est celle de la compétence. Et ces jeunes compétences, ces jeunes qui auront le diplôme aujourd'hui, feront du port encore un port d'excellence. Avec l'appui de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, ces jeunes cadres ont bénéficié d'une formation solide, des stages pratiques et des voyages d'études, histoire de rendre compétitives les activités portuaires. Il me plaît aussi de témoigner de la qualité de la formation, dans son ensemble, par la pertinence des contenus, l'efficacité des méthodes, la rigueur dans le management. Retenez avec moi que cette formation alternait théorie et pratique. Cette nouvelle promotion porte le nom du président Macky Sall. En effet, son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, a montré que seul le sérieux, la compétence, la courtoisie et la persévérance peuvent permettre à un homme de gravir les échelons et de se hisser à de hautes responsabilités. Je vous demande de vous inspirer de lui afin que vous puissiez vous aussi être des travailleurs modèles. Son Excellence, le Président de la République, Macky Sall, et son gouvernement sont déterminés à vous accompagner pour atteindre cet objectif. Le jury est composé d'experts maliens, togolais, guinéens, gabonais et ivoiriens, ce qui constitue donc un bel exemple de coopération sous-régionale. Après la remise des diplômes, des cadeaux ont été remis aux hôtes et aux cadres venus assister à la cérémonie. Félicitations à ces récipiendaires. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition de 20h. Au Sénégal ou à l'étranger, merci de nous avoir suivis et merci de nous avoir accueillis chez vous. Bonsoir. Avec la B6, acheter une voiture à crédit, c'est plus simple pour tout le monde. Vous croyez en vous? Nous aussi. Profitez du crédit automobile de la B6 pour acheter la voiture de vos rêves chez le concessionnaire de votre choix. Sans apport, auto exceptionnel de 7%, même si vous n'êtes pas client de la B6. Effectuez vos formalités directement chez le concessionnaire ou un conseiller B6 est à votre disposition. Offre valable jusqu'au 30 juillet chez McForce, la Sénégalaise de l'automobile, l'Africaine de l'automobile, Espace Auto et CCBM Automobile. Contactez vite le 33 849 85 45 ou rendez-vous à l'agence B6 la plus proche ou chez un de nos concessionnaires. B6, groupe BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Qui top. Eh, Samway, su guddiwul bëccëg na kon boo fi nekk di nelawlu dellul sa kaw lal ay ca yeewul. am ngeen liggéey boo leen may dénk maa ngi nii ànd ak caawarte jël leen ma toj fii
fàtte na man maay Ali. kon nag kañ nga tàmbali. You're welcome. Nescafé. Oh yeah, yeah. Pour ces 3 ans, Kirel avec Orange t'offre un maximum de cadeaux. Envoie vite Niofar au 22 722 pour participer au tirage des 26 juin et 16 juillet. Gagne des motos Jakarta, des portables Nokia N9 et des années de crédit, soit 120 000 francs par an. Envoie Niofar au 22 722. Code envoi du SMS, 100 francs REC. Niofar. Que vous soyez loin ou tout près de ce qui compte le plus pour vous, votre transfert d'argent en Afrique est toujours immédiat avec Rapid Transfert. EcoBank, le rythme de l'Afrique.